Bonjour, ici Richard Turgeon et bienvenue à En route vers Hard Rock. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, pour la nouvelle année qui commence, j'ai le goût de lancer un défi à ceux et celles qui entendent la Minute NAC depuis des mois et puis qui n'ont jamais essayé les produits NAC. En 2024, c'est le temps de les essayer. Ça devrait être ça, ta résolution de la nouvelle année. C'est les meilleurs produits de nutrition sur le marché. Puis en plus, c'est une entreprise québécoise basée à Montréal qui se développe en ayant constamment en tête la protection de nos terrains de jeu. Avec NAC, les bottines suivent les babines puis ont une foule de mesures vertes pour que leur développement se fasse avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Veux-tu un exemple? J'en aurais 15, mais c'est une minute NAC et non une heure NAC. Donc, voici l'exemple. Pour chaque commande en ligne, NAC plante un arbre. Fait qu'en plus d'essayer les produits NAC, tu vas planter un arbre, c'est pas pire, hein? Va magasiner sur le NAC.com, choisis les meilleurs produits de nutrition au monde. Puis si c'est ta première commande, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 179e épisode de Pas sorti du bois, le premier de l'année. Bonne année Richard. Hey, bonne année. Bonne année à tout le monde qui écoute aussi. 2024 commence en force. Premier épisode avec toi. Ça commence fort l'année. Je suis honoré. Ben écoute, c'est moi qui est honoré. On est dans mon sous-sol. Ceux qui ont écouté l'épisode de Noël avec Nico Dan, c'est la première fois qu'on était dans cette section-là de mon sous-sol. Donc ceux qui regardent les épisodes, on est dans un divan. C'est quand même décontracté. C'est pas dans ton studio, là. Non, des fois c'est autour de la table, mais là on est Faut trouver la bonne position pour la bière et le micro. Exact, mets-toi à l'aise. Double tâche. Ouais, c'est ça quand même, hein. On est en mode à l'aise. On voit beaucoup ça, les podcasts de talk, là, d'humoristes et tout, sont décontractés. On est quasiment là. Häagen-Dazs dans ton frigo. Ouais, on est quasiment là-dedans. Cheers. Cheers, écoute. On présente nos bières? On pourrait, hein, on part ça en force. Hein. D'habitude, j'ai une introduction, donc c'est un coureur que vous connaissez. Là, je veux dire, Richard Turgeon, c'est ton 4e passage au podcast. Tu n'as plus besoin d'introduction. Ouais, c'est pas ma première fois. Non, c'est pas ton premier rodéo. Fait que cheers. Mais c'est la première fois en vrai, en personne. Il y avait le défi Everest qu'on avait fait en balado-réalité. Mais assis avec micro, c'est vrai que c'est la première fois. Fait que cheers, Richard. Cheers. On peut se faire un vrai cheers. Santé, merci pour la bière. Veux-tu présenter ce que tu as de ton côté? Oui, j'ai une New England IPA. Non, c'est même pas une IPA, c'est New England Pale Ale locale qui s'appelle Retomber sur ses pattes, avec une belle face de chat. Puis comme je t'avais dit, je suis allergique au chat, mais la bière au chat, ça semble être correct. Ça semble être correct. Ouais. Fait que c'est une crise d'allergie, j'ai des c'est quoi qu'on prend quand on est allergique? J'allais dire des Voltarens, c'est pas exact. Voltaren, c'est quand t'as mal au genou. Ouais, c'est ça. Moi, que je prends du Voltaren quand je suis allergique au chat, ça fait aucun effet, je comprends pas. Je cherchais le mot, des claritins. Voltaren, claritin, tu vois mes grandes connaissances. Exact. Moi, j'ai mail, puis il arrive ce qui arrive. Moi, de mon côté, avec Noctem aussi, j'ai un chat, une double à pied, qui est excellente. Noctem qui est partenaire de bière. Encore une fois, cette année, on continue 2024 avec Noctem. J'en profite vraiment, je l'ai dit vite tantôt, mais je souhaite une bonne année à tout le monde. Je pense qu'on est une communauté, les gens qui écoutent, mais la communauté trail au sens large, une communauté de tripeux qui aiment planifier ses années, des gens qui aiment faire des projets qui vont repousser leurs limites ou qui vont juste s'amuser. Donc, je vous souhaite de vous amuser. C'est le temps de l'année, là. L'automne, début de l'hiver, à penser qu'est-ce que je fais l'été prochain, dans quel ordre, avec qui j'y vais. Exact. Etc., puis peu importe avec qui. Puis j'aime, comme tu dis, avec qui j'y vais. C'est pas juste le défi lui-même, c'est avec qui on va le vivre. T'es un gars qui a fait des gros projets. Puis je veux dire, on se parle dans la vie, on se côtoie à d'autres moments que devant un micro. Puis j'ai l'impression que tous tes projets, toutes les courses que tu as faites, quand on en jase, quand tu me racontes ton UTMB, ta Western State, tu me parles pas de la course elle-même, tu me parles du contexte. T'étais avec tes gars cette course-là, telle autre course t'es avec tes chums, le Tour des gens. Je sens que tout ce qui t'anime aussi, c'est les connexions humaines. Absolument, comme ben du monde, dans la gang de trail. Puis cette année, j'ai fait une course où je suis allé toute seule, je connaissais personne, puis
c'était super, mais tu sais, il manquait la petite twist humaine. C'est ça. Mais cette course-là t'a donné quelque chose de quand même pas pire. Elle m'a permis quand même de me qualifier pour la pige de Hard Rock. Pour la pige, après ça, c'est déjà pas facile on pourrait l'expliquer tantôt, c'est pas facile de faire des courses qualificatives pour la Hard Rock, puis après ça, c'est pas facile d'être pigé, mais tout ça est arrivé, puis là, vous l'avez entendu tantôt, là, il y a plus de surprise en route vers Hard Rock. C'est une série que j'avais eu beaucoup de fun à faire avec Marianne pour la Western State. Tellement eu de fun qu'après la Western, on a continué, on est rendu à 14 épisodes du en route. Vraiment la carte chouchou. Ben oui, vraiment. Puis maintenant, ça s'appelle Sur la route avec Marianne, puis on se parle une fois de temps en temps, on va se reparler en 2024, puis c'est plus associé à une course. Mais dans ton cas, on reprend le même concept que la Western, mais là, c'est en route vers Hard Rock. Puis aujourd'hui, on va parler un peu plus largement de la Hard Rock, mais après ça, on va se faire des courts épisodes où on va pouvoir explorer différents sujets. Fait qu'au lieu de tout faire ça dans un seul grand épisode, on va avoir un épisode nutrition, un épisode d'entraînement. Il y a beaucoup de choses à dire sur Hard Rock, je pense. Quand même. Je suis en train de lire là-dessus pas mal. Là, je suis en train de me préparer. Là, il y a bien des volets à ça. Mais je pense que c'est une bébite comme course très mythique. Je veux dire, quand tu t'intéresses au trail, tu te mets à lire un peu c'est quoi les courses mythiques. Le nom vient vite aux côtés de l'UTMB, de la Western States, la Diagonale, la Hard Rock est là. Ben, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'elle est sur ma liste. Ben, c'est ça. Quand je me suis mis à l'Ultra, ben, c'est une des premières que t'entends parler. Là. UTMB, Western States, Hard Rock, c'était comme le triumvirat des courses de trail. Le triumph, j'aime ça. Un peu ce que Courtney a fait dans le dernier 2 ans. C'est ça. Dans la même année, c'est bang, bang, bang. Ça a aucun sens. On en a parlé, incroyable. Nico, Dan et moi, en masse, là, vous le savez, mais quelle performance de fou. Mais... Faire ça back-to-back avec les temps qu'elle a fait, mais c'est une personne d'exception. Exact, une athlète d'exception. Donc, j'ai le goût qu'on plonge directement dans la Hard Rock, juste de tracer le portrait pour les gens qui connaîtraient peut-être un peu moins. Raconte-nous ce qu'est la Hard Rock. La Hard Rock, en fait, c'est une course, une des courses mythiques américaines, là, comme on disait, avec la Western States. Elle existe depuis 1991 ou 92. Je crois qu'elle est quand même assez vieille. Là. Ouais. Puis mythique parce que c'est difficile de rentrer dedans en particulier, là. Mais je pense qu'elle est mythique aussi, apparemment que le parcours est absolument incroyable. Puis pour être allé me balader un peu dans la montagne là-bas, prendre le fil un peu à Silverton, c'est sûr qu'il y a... Puis tu sais, je pense que quand on fait des courses d'ultra, faut qu'on le sente en dedans de nous autres, faut qu'on ait un attrait viscéral pour dire hey, je veux faire ça. Puis cette Hard Rock-là, ben ça fait longtemps que je la sens dans le fond de mon ventre. Puis j'ai eu la chance d'en faire quand même des courses cool là, dans les dernières années, là, puis le fun. Puis ça, c'est comme celle qui était en haut de la pyramide, puis que j'ai été... Ok, c'était ton Saint Graal. Là. Ah ouais. Puis là, cette année, j'ai été comme extrêmement chanceux de pouvoir rentrer, là, tu sais, on pourra en parler. Oui, c'est un processus. Comment ça fonctionne, mais... Non, tu m'en rends ma blonde, je criais comme un petit fou. J'aurais aimé ça voir ça. C'était spécial en plus cette année, la pige de la Hard Rock, de la Western States. Ces deux courses-là, c'est deux courses qui sont, c'est les deux plus grandes courses en Amérique du Nord, mais les organisations sont très proches, ils se parlent entre eux. Absolument. Il y a des gens qui tentent les deux courses dans la même saison, mais ils s'arrangent toujours pour que leur pige se fasse en live à 2 moments différents la même journée. Et là, c'était littéralement en même temps. Exactement. Absolument. T'avais la Western States le matin, la Hard Rock l'après-midi, puis cette année, c'était en même temps. J'avais quatre fenêtres dans mon écran d'ordinateur. Il y avait la pige live, là, où ce qui pige les noms, là, avec puis après ça, t'avais c'est quoi le site web, où ce qu'il y a les... Ultra Sign Up? Non, c'était pas Ultra Sign Up, c'est où ce qui les noms, split. Ouais. Les noms apparaissent, là, avec les statistiques. Fait que si tu manques quelque chose, tu le vois. Exactement. Mais on a parlé tantôt, là, t'as fait plusieurs courses et tout. Pour les gens qui t'ont jamais entendu au podcast, je vous incite à aller écouter les épisodes. Je veux pas qu'on recommence la genèse de Richard et que tu nous racontes ta vie parce que on s'est quand même parlé à plusieurs reprises sur le podcast, mais je me suis noté l'épisode 22, la première fois que t'es venu au podcast, l'hiver 2021, fait que c'était les tout débuts. C'était la pandémie. Là. Fait que c'est un épisode vraiment classique. On avait jasé de ton parcours, de tes courses. Après ça, on a fait un épisode avec Yvan après votre cavale. Fait que ceux qui cherchent le numéro de l'épisode, c'était le 49. Puis après ça, on s'est refait l'épisode 75. On s'était fait un défi Everest. On est allé courir ici à Stoneham. Au Mont les escaliers. Tu nous as fait une série d'escaliers à Québec. Là. Ouais, le but c'était de faire un Everest dans la même journée. Il faisait comme moins 30. On était avec Yvan Lheureux, Kim Godette, Théo Sénécal.
Seneca. Ouais, exact. On avait couru toute la matinée au Mont-Wright, on avait cumulé à peu près la moitié du dénivelé. C'est ça. Après ça, on est allé en ville, essayer de cumuler le 4400 qui restait. Il y en a des escaliers à Québec quand même. Il y a moyen de s'amuser un peu. Absolument. Fait que bref, si vous écoutez cet épisode-là puis vous dites « Hey, je le connais pas assez, Richard », allez voir ces premiers épisodes-là. Puis là, après ça, ben on peut plonger nous autres directement dans le vif du sujet. Mais tu le disais là, Hard Rock, c'est un saint graal pour beaucoup de monde, pour plein de raisons. Mais tu sais, c'est au Colorado, dans les Rocheuses. Si tu regardes des images, c'est comme les images au BC, je veux dire, c'est comme l'Ouest canadien, c'est les montagnes Rocheuses, c'est des lacs turquoises et tout. C'est dans les montagnes en fait, c'est dans les Rocheuses, mais c'est les montagnes de San Juan. Exact, qui sont très particulières parce que le profil 160 km avec... c'est 10-11 000 mètres de dénivelé, mais c'est que ce 10-11 000 mètres-là, il est situé en altitude. C'est ça. Je pense que l'élément principal de la difficulté, c'est que l'altitude moyenne du parcours est à 3400 mètres. Ouais. L'altitude moyenne. Pas le point le plus haut. Le point le plus haut est à 4200. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, on parle quand même, tu sais, l'UTMB, l'altitude maximale est 2006, le Tour des Géants, c'est 3003. Là, la moyenne est 3004. C'est ça. Quand tu dis que c'est un profil similaire à l'UTMB en termes de ratio dénivelé par kilomètre, par contre... C'est comme l'UTMB, mais 2000 mètres plus haut. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est un peu... c'est dur de se l'imaginer. Tu as fait des courses comme le Tour des Géants, le Tour des Glaciers, où tu avais à gérer avec la haute altitude. Est-ce que tu réagis bien habituellement à ça? Ouais, vraiment. Puis ça, l'acclimatation à l'altitude, j'ai connu ça quand j'habitais au Népal, là, au tournant des années 2000. Ouais. Fait que je suis allé à 4000, 5000, presque 6000. Puis c'est quelque chose que un peu que t'as ou t'as pas. Là. Il y a des gens qui s'acclimatent facilement, puis ça n'a aucun rapport avec ta condition physique. Tu peux pas vraiment tu peux t'entraîner en t'exposant graduellement à l'altitude, mais il y en a qui s'acclimatent bien, il y en a qui s'acclimatent moins bien. Ouais. Moi, je suis assez chanceux à date. Toutes les fois que je suis allé à l'altitude, ça a quand même bien été. Mais ça reste que même les Sherpas qui grimpent l'Everest, quand ils redescendent en basse altitude, il faut qu'ils se réacclimatent quand ils retournent en altitude. T'sais. Fait que pour du monde qui habite au Québec comme nous autres, moi j'habite à peu près à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est sûr qu'il va falloir que je pense à aller là-bas en avance. Là, ici, chez nous, on est à 200 mètres, fait que t'as-tu mal à la tête? Est-ce que ça va? J'ai soif. Ah, t'as soif, hein? C'est ça, prendre de la bière. Faut s'hydrater. Je pense que ce qui contribue aussi à la Hard Rock, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est les chiffres, c'est le panorama qui a pas de sens. C'est un peu plus technique que l'UTMB. C'est beaucoup, je pense, de chemin d'accès, mais c'est beaucoup aussi de roches. Tu montes une montagne, puis c'est un amas de roches. C'est un territoire minier, là, puis la course, elle utilise en fait des anciens chemins qui étaient utilisés pour aller faire l'exploration minière. Il y a toute cette histoire-là, je pense, qui contribue. Tu sais, les courses au Colorado, Leadville, c'est un peu ça. Tu sais, Silverton, c'est 600 habitants. C'est une ville minière qui ne vit que pour pas grand-chose, dont le week-end de la course, que là, ils ont soudainement de l'affluence. Comme on parlait tantôt, se louer un appartement ou un hôtel là-bas, oublie ça. Là, il n'y a pas d'hôtel. C'est tout petit, là, malgré qu'il y a juste, même pas 150 coureurs, mais avec les invités, les amis, les pacers, il n'y a juste pas de place. Là. C'est un parcours qui est en boucle, donc tu commences, tu finis à Silverton. Particularité, c'est qu'à chaque année, on change la direction. Là, cette année, on le fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Longtemps, on disait que le sens clockwise, dans le sens horaire, était le plus facile, entre guillemets, dans le sens que tu repasses par tous les mêmes spots. C'est juste que je pense que le moment de la course où tu le passes, c'était plus dur. Mais après ça, c'est 2021 que François Den a battu tous les records du parcours, étant dans l'autre sens. Puis le temps moyen cette année-là était plus bas que jamais. Donc là, le monde se sont dit, là, c'est vrai qu'anti-horaire est plus dur qu'horaire finalement. De ce que j'ai lu, un des facteurs clés de ce truc-là, que c'est plus facile dans le sens horaire, c'est qu'il y a une longue descente vers Ouray qui est à peu près à mi-parcours. Fait que elle se court bien. Fait que c'est un avantage parce que tu peux la courir, mais en même temps, tu peux te blower les quads. Là, exact, c'est tôt dans la course. C'est tôt dans la course. C'est quoi dans les villages? Tu pars de Silverton, tu passes par il y a Ouray. Ouray, c'est comme t'es peut-être à... T'es à 50 ou 60 000. C'est à peu près au milieu. Là, c'est le point le plus bas du parcours. Puis c'est une ville, c'est une station de ski. Fait que c'est un gros ravito. Là. Ouais. Puis le point le plus élevé, qui est Handy Peak, lui, il est dans le sens qu'on le fait, horaire, il est dans la deuxième moitié. Fait que t'as le temps de t'acclimater avant d'arriver là. Exact. T'acclimater, en tout cas, t'as le temps de te préparer. Là. Ouais. Tandis que quand tu le fais dans l'autre sens, t'attaques les gros sommets en premier. Ouais. C'est une course aussi qui est un peu comme la Leadville, un peu comme la Western State, un peu comme la Barkley.
il y a des personnages, il y a les hard rockers, donc des fantômes. Il y a tout ça qui rend le truc mythique. Il y a une année où il y a un coureur, Adam Campbell, un Canadien, qui s'était fait frapper par la foudre et qui a fini sur le podium. Il a fini la course après s'être fait frapper par la foudre. Ah, c'est une histoire incroyable, juste celle-là. Là, ça n'a aucun sens. Allez écouter, je pense que c'est Adam Campbell, il était passé sur le podcast du Ginger Runner Live, puis il raconte ça en détail, mais c'est badass comme histoire, puis ça contribue un peu à rendre le truc mythique parce que t'es dans les Rocheuses en haute altitude, fait que côté température, faut que tu te prépares à tout. C'est un milieu où la météo est très changeante. C'est un temps de l'année où ce qui peut neiger, il peut faire chaud. C'est pas, la difficulté, c'est pas tant la chaleur, mais ça peut varier beaucoup. Il peut grêler, il peut neiger, il peut venter fort. Il y a des années que ça n'a pas eu lieu. C'était en 2019. Ça a été annulé parce qu'il y avait trop de neige. Dans leur histoire, ils ont 2 ou 3 éditions qui ont été annulées, dont 2019, puis après ça, ils ont eu la on est quand même à mi-juillet, là. Puis trop de neige, là, ça peut arriver. Ben, en fait, les gens qui sont les hard rockers, quand tu les suis un peu sur les médias sociaux, quand tu écoutes les podcasts dédiés à ça, les gens sont très passionnés, mais les gens partagent des images, des snow patch, un peu comme la Western State où il y en a au début. Les gens passionnés, ils se mettent à partager, puis ils surveillent la neige. Puis là, en ce moment, c'est le moment de l'année où ils vont savoir, selon les quantités, si ça va avoir eu le temps de fondre pour la course ou là, pas. En ce moment, je reçois des courriels d'organisation. Là, cette semaine, j'ai reçu un graphique. La quantité de neige sur un des cols dans les 40 dernières années. Puis en ce moment, il n'y a pas beaucoup de neige. OK. Fait que c'est bon. C'est la météo, ça vaut ce que ça vaut. Changer, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est un environnement qui peut être assez hostile. Là. Ils disent que c'est une course post-graduée. Pour toutes ces raisons-là, il faut quand même que tu sois autonome, comme dans toutes les courses. Puis même le balisage n'est pas aussi près que d'autres courses. Une autre bonne histoire. Là, on parlait de la frontale Adam Campbell qui a été frappé par un éclair, mais il y a une année, au début, tous les marqueurs, c'était fait en une sorte de matériau que les animaux mangeaient parce que c'était appétissant, puis ils se sont fait bouffer. Mais c'est les marmottes qui mangeaient. Qui bouffaient les petits fagnons. Fait que déjà que c'est pas une course qui est réputée pour être super bien marquée, là, mais là, littéralement, les fagnons s'étaient fait bouffer. Tu sais. Exact. C'est une course qui, on l'a vu longtemps, c'est une course typiquement américaine, très américain, c'était, 140 coureurs. Déjà, en partant, tu peux voir beaucoup de monde qui vont là, mais ça a comme, tu sais, Dale, le directeur de course, expliquait dans un podcast que c'est devenu une course internationale quand Kilian s'est mis à y aller. Kilian, au sommet de son art, a arrêté de faire l'UTMB, a arrêté de faire la Western State, puis s'est intéressé à cette petite course-là qui, dans la communauté américaine de trail, est extrêmement respectée parce que, tu l'as dit, pour le coureur, le mid-packer qui rêve à une course, celle-là, il faut que tu aies fait tes classes, faut que tu aies vécu des grosses affaires pour réussir à la faire. Mais c'était pas la course que les athlètes internationaux visaient parce que, il y en a tellement. Kilian est allé la faire en 2014, il a gagné 4 ans en ligne, puis là, c'est passé d'une course de quartier au Colorado pour les Américains à une course de calibre international, puis d'année en année, les plus grands s'essayent à la loterie. Jim Wamsley, ça fait comme 7 ans qu'il s'essaye à la loterie parce que il y a pas de système élite. Ouais. Ou presque. Ben, il y a le petit système. Il y a un nouveau petit système. C'est une petite passe secrète, là, par la porte d'à côté, là. Oui, exact, mais. Et qui est de moins en moins secret. Mais c'est plus tant secret, puis historiquement, fallait que tous les athlètes passent par la loterie standard, ce qui est une particularité. L'UTMB, la Western States, les athlètes élites peuvent se rendre d'une autre façon. C'est une course que le plus dur, c'est d'y aller une fois. Là. Exact. Le coup que tu l'as fini une fois, statistiquement, c'est plus facile de rentrer, c'est clair. Là, exact. Mais je pense que tout ça contribue au mythe de la hard rock. Kilian, c'est l'année aussi, j'avais reçu Joe Grant au podcast, qui est très impliqué dans la communauté, puis c'est un hard rocker, il gère un ravito maintenant, c'est un gars qui a fini sur le podium 2 ou 3 fois à la hard rock, puis il racontait la fois où Kilian, c'était... disloquer l'épaule. Disloquer l'épaule. Tu sais, c'est une autre histoire mythique, là, comme quelle histoire incroyable. Malade. Le gars se disloque l'épaule, se la rentre dans sa veste d'hydratation. Il se disloque l'épaule comme dans le premier 20 000. C'est arrivé tôt dans la course. Là. Exact. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, son équipe, ils ont strappé l'épaule dans sa veste Salomon. Il était avec Salomon à l'époque. Puis le lendemain matin, sur le site de Salomon, tu peux acheter la sling pour les luxations d'épaule. Il vendait, là, il avait fait une page pour faire une joke. Il avait pris la veste d'hydratation avec du tape, puis il avait strappé l'épaule, puis c'était comme le Salomon Arm Sling. T'sais. C'est une image qu'on a vue tellement de Joe Grant, Kilian qui courent ensemble en tête de course, Kilian pas de bras, puis finalement il l'a gagné. Il l'a quand même gagné. Ah oui. Une autre année, il l'a gagné avec Dakota...
Non, c'était avec Jason Schlarb. C'était avec Jason Schlarb qui avait fini côte à côte. Ouais. Puis en fait, je pense que la première année que Kylian l'a gagné, là, c'était pas l'année de la dislocation des bras, mais je pense que c'est la première fois que j'ai suivi le... C'est dur à suivre la Hard Rock parce que bon, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Il y a Iron Fire, là, qui est Brian Powell qui était là puis qui tweetait de temps à autre. Exact. C'est ce genre de course-là. Maintenant, il y a un peu plus de following. Je pense que la compagnie de Jamil Khoury maintenant... Outpost, Mountain Outpost. Ils font un peu de contenu. C'est eux, en fait, cette année qui sont encore les diffuseurs officiels. Hyper profond. C'est dans le Colorado, une ville où il n'y a pas de réseau, il n'y a rien qui rentre là. Fait que... Mais je pense que tout ça fait partie du mythe. Je pense qu'il y a un retour aux sources dans le trail, à ces courses-là. Attention, je vais le dire, prenez une gorgée. Roots, mais la Hard Rock représente tout ce qu'il y a de beau dans ce type d'événement-là. Ben, c'est une des affaires qui m'appelle là-bas. Là, aussi, là, mais c'était ma prochaine question. Toi, tu l'as dit tantôt, elle était au top de la bucket list, mais qu'est-ce qui fait que cette course-là était au top de la bucket list? C'est quoi les éléments qui sont... je pense que ce parcours-là, j'ai hâte de le vivre, de le voir. Là. Puis pour avoir fait des courses en Europe, mettons, à l'opposé de la course Roots, c'était l'UTMB, qui est un méga gros festival, qui est le fun en soi. Là, on se le cachera pas, t'es déjà allé à l'UTMB, c'est comme c'est le Super Bowl, là, tu peux y aller. Mais en même temps, j'ai fait des courses aux États-Unis, comme la Western States, ou celle que je suis allé faire cet été, on était... je pense qu'on était comme 150-200 coureurs dans le fond de l'Idaho, mais une ambiance incroyable. Les gens sont super friendly. C'est comme plus courir avec une gang de chums plutôt que de courir dans un truc super élitiste. Là, exact. Un gros festival. Là. Tu le disais, les Américains disent beaucoup que c'est une course postgraduate. Là, si on peut le traduire, ça te prend pas un bac pour la courir, ça te prend une maîtrise. Dans le sens où faut que tu aies fait tes classes, puis d'avoir fini... 100 000 n'est pas garant, dans le sens que c'est une autre classe de type de course. Puis les courses qualificatives, là, elle n'est pas bien longue la liste. C'est ça. Ce sont toutes des courses qui sont quand même assez difficiles. Là, exact. Qui ont au moins 10 000 mètres de dénivelé, qui sont techniques, soit qu'il y a de l'altitude ou de la chaleur, ou du froid, mais c'est pas des courses faciles. Puis tu sais, on s'entend, tout 100 000 est un accomplissement. Toute course de trail pointe un finish, mais dans ce cas-ci, eux, faut qu'ils tracent une ligne quelque part parce qu'il y a un engouement monstre pour leur course. Il y a une liste très restreinte de courses, puis comme tu dis, c'est des courses extrêmement difficiles parce que c'est pas un 100 000 qui est classique où t'as 5, 6, 7 000 mètres, où il y a des portions roulantes, où t'as plein de ravitaux, où c'est bien balisé, où tu traverses des villages, donc tu peux arrêter si t'as un problème à t'acheter à la pharmacie des placeurs. À l'UTMB, c'est un problème, tu traverses tellement de villages que tu peux t'arrêter. Absolument. Là, il y a rien de tout ça. T'es dans le fin fond du Colorado. La température change aux 10 secondes. Faut que tu sois, faut que tu aies des vêtements chauds, faut que tu te protèges de la pluie, faut que tu sois. Eux se protègent aussi, ils savent que les 148 personnes qui s'alignent sur le départ, je veux dire, ils ont fait leur classe d'une certaine façon sur des courses extrêmes. Tu sais, t'as complété le Tour des Géants, t'as complété le Tour des Glaciers. C'est ce genre de course-là, sur 160 plutôt que 450, mais c'est ce niveau d'extrême-là. Ouais, non, écoute, même que je te dirais que, statistiquement, comme c'est difficile de rentrer, ça peut prendre plusieurs années. Puis, tu sais, je suis pas super vieux, mais je rajeunis pas. Je disais, je veux pas être pigé à 70 ans puis pas être capable de la faire. Fait que, puis j'ai un ami qui était coaché par Joe Grant, puis notre plan B, c'était de dire, si jamais on n'est pas pigé, on engage Joe, puis on va le faire avec lui. Oui, c'est ça. Par contre, puis on se fait notre propre... aller faire le tour on le fait nous autres mêmes. En off. C'est en off, c'est pas... puis effectivement, là, il y a plein de monde, si jamais t'es pas pigé, il y a des alternatives dont ça. Là. Mais il y a toujours ça pour n'importe quelle course, puis il y avait Jim Wamsley dans la pandémie qui l'avait essayé, parce que... il a essayé de faire un FKT par lui-même. Exact. Il voulait battre le record de parcours de l'époque. Il s'était campé sur le bord d'un ruisseau là-bas pendant une couple de semaines. Ah oui. Il s'entraînait là. Puis les gens vont s'entraîner là. L'année de la pandémie, quand c'était annulé, François Den a fait un film où il s'entraîne là-bas. Puis il y a un attrait pour ces montagnes-là qui sont extrêmement brutales. Tu le disais, l'altitude moyenne à 3400, tu montes à Andes Peak à 4200 mètres. Je pense que à part de peut-être vivre dans les Alpes, là, puis encore là, idéalement, il faut que tu arrives 2-3 semaines à l'avance puis tu t'exposes à l'altitude. Là, à part de vivre là, tu peux pas vraiment t'acclimater à ça. Pensez ceux qui écoutent et qui ont écouté les épisodes avec les filles d'Immersion Mont-Blanc. Emmanuel parlait de son ascension du Mont-Blanc qu'elle a arrêté à 4000. J'étais à 200-300 mètres du sommet. Je pense que le Mont-Blanc, je vais pas me tromper, c'est 4006 ou 4008. C'est 4800. L'aiguille du Midi, c'est 4008. 4008, c'est le sommet de l'Europe. C'est la plus haute montagne en Europe. La Hard Rock monte à 4002 dans son parcours standard où tout le monde passe. Là. Exactement. Fait qu'on est dans des altitudes qui ont aucun sens. On est on est ailleurs complètement. Là.
le point le plus bas de la course est plus haut que n'importe quel point dans l'Est du Canada. Absolument. Richard, j'ai le goût qu'on embarque sur le processus de loterie. Avant ça, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on s'en parle de l'autre côté. OK. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une question super intéressante. Est-ce que les besoins en nutrition et en hydratation en hiver diffèrent? Oui, les besoins énergétiques l'hiver sont un petit peu différents, sont un peu plus grands parce que la température froide fait en sorte que notre corps a besoin d'un peu plus d'énergie. Donc théoriquement, on doit manger et boire un peu plus. La grande question, c'est comment on fait pour s'alimenter et pour boire, hein, avec nos gourdes gelées puis nos bouts de doigts qui réussissent pas à ouvrir nos barres. Fait que toi, Yannick, comment tu fais? Moi, j'ai des bons gants, fait que les hot pockets que j'ai pour me maintenir au chaud, je les utilise pas dans mes gants, dans mes pieds, je les utilise dans ma poche de veste ou dans ma poche de pantalon où il y a ma nutrition et ma petite gourde en plastique rigide. C'est une super bonne idée. Les tubes de sacs d'hydratation, l'hiver aussi, là, c'est peut-être moins une bonne idée. Fait qu'hiver, on se tourne un petit peu plus vers les gourdes où on va pas mettre d'eau super froide tout de suite parce qu'après 20-30 minutes, là, l'eau elle va avoir pris une température qui fait qu'on l'aime. C'est d'excellents trucs. Merci, Natacha. Bienvenue. Richard, tu le disais tantôt, le processus de sélection, la loterie est complexe. Partons du début, ça fait combien de temps que toi tu rêves de faire le hard rock puis que tu t'essayes? C'est ça. Moi, j'ai commencé à courir des ultras 2014-2015. Fait que la hard rock c'est tout de suite venu sur mon radar là. Mais c'est ça, le processus de sélection fonctionne par des courses de qualification. Pour participer à la pige, il faut que tu te qualifies. Puis quand tu te qualifies, ben après ça, tu te croises tes doigts là. Mais la première fois que j'ai participé à la pige, c'était en 2016. OK. Puis j'ai participé 5 fois à la pige, là, parce qu'il y a eu des années avec la pandémie, ils ont perdu 2 fois. Puis la course. Neige de 2019. Il y a eu une fois avec la neige. Puis il y a eu une année que je n'étais pas qualifié, l'année passée. Ouais. Est-ce que tu perds tes tickets? Non. Mais il y a eu une époque, comme avec la Western States, là, les processus de pige ont évolué avec les années. Oui. Là, il y a une époque que si tu sautais une année, tu retombais à 0. Ouais. C'était quand même assez la Western, chiant, ça fait pas longtemps que c'est plus ça. Ouais, mais Hard Rock non plus. Là. Ouais. Ils suivent pas mal dans leur Puis en même temps, à l'époque, tu avais un deferral pour les femmes enceintes. Fait que, ou avec des jeunes enfants. Fait que si ça faisait 7 ans que tu essayais la loterie de la Western ou de la Hard Rock, que tu tombes enceinte, ben, on s'entend, il n'y allait pas de pénaliser en disant t'as pas ta course qualif, mais t'avais quand même juste 1 an pour te remettre. Puis là, on parle d'une situation d'une femme enceinte. Après ça, n'importe qui se blesse, tu te dis, ça fait des années que je cumule, je perds. Fait que je pense que leur système est quand même, ça fait qu'une femme qui tombe enceinte, elle a pas juste 1 an de break, elle peut décider de pas retourner faire de qualif pendant 4 ans. Je pense que c'est ça qui a été le déclencheur, exact. Le trigger c'est une bonne chose. De la nouvelle politique. Là. Exact. Puis ça fait que n'importe qui maintenant qui ramasse des tickets pour la Western ou la Hard Rock, ben tu te blesses une année, t'as pas ta course qualif, tu recommences pas à 0. C'est l'autre affaire qu'ils ont modifié aussi, c'est que, puis justement ça vient de comité de femmes, mais c'est qu'ils sont obligés, s'il y a 20% des inscriptions qui sont des femmes, ben ils attribuent 20% des spots à des femmes. Puis ça, ben, statistiquement, avant, c'était la statistique, elle faisait en sorte qu'il y avait moins de femmes qui participaient que le pourcentage qui s'inscrivait. Oui, probablement parce que c'était des hommes de longue date qui avaient beaucoup de tickets. Ben, c'est ça. Dans le sens où, mettons, cette année, il y avait, je sais pas, 45% de femmes qui s'inscrivent pour la loterie. C'est seulement cette année, mais dans le bassin de tickets, il y a probablement, vu que c'est un sport de longue distance, des hommes qui ont 512, qui ont 1024 tickets, là. Ben, c'est ça. Ça remplit. Fait que, je veux dire, le poids démographique est pas le même du tout. Fait que c'est une bonne chose. Je pense que c'est Marianne qui avait raconté que plusieurs athlètes élites, dont elle, même s'ils voulaient pas faire la hard rock, c'était mis dans le chapeau après elle. Par exemple, en UTMB. C'est toute l'idée de Stéphanie Case, là. Stéphanie a été très proactive, puis elle est maintenant sur le board de la hard rock. C'est une bonne chose. Ça prend du monde qui élève leur voix, qui prennent des manières, je vais pas dire unorthodoxes, mais qui différentes, disons, pour brasser un peu la cage. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis la hard rock a répondu très positivement. Je pense que ces organisations-là, c'est un peu... Bon, j'aime pas le terme Boys Club pour ça, mais c'est ça aussi, là, c'est tous des bonhommes de 50-60 ans que ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu, puis tu sais, d'amener des valeurs plus progressistes, de faire une place aux femmes, je pense que c'est excellent. Puis, à leur défense, je pense pas que c'était voulu comme étant un Boys Club, mais c'est un sport qui, on le sait, là, c'est un fait,
historiquement, il y a beaucoup plus d'hommes qui pratiquent ce sport-là. Dans la très longue distance, on parle, puis ça tend à changer, puis c'est une excellente chose. Mais il y a plein de raisons. Puis j'ai fait un podcast complet sur le sujet avec le panel avec 4 femmes. On reviendra pas là-dessus, mais ça reste que le fait que les femmes donnent la vie, tout ça fait que les femmes dans une progression qui rêvent de faire un 100 000, il y a plus de moments où je veux des enfants, mais là je vais c'est plate, mais c'est difficile d'entraîner pour un 100 000 quand tu viens d'avoir un enfant. Donc il y a plein de moments comme ça de vie qui peuvent freiner une ambition, ce qui fait que t'as des bonhommes qui ont 1024 tickets, puis que des femmes qui ont 1024 tickets ils doivent en avoir beaucoup moins parce que les aléas de la vie font qu'ils ont dû arrêter de cumuler des tickets. Fait que c'est une très bonne chose que tout ça. C'est ça, puis statistiquement, on le voit aussi là, qu'il y a de plus en plus de femmes qui font l'ultra. Là. Exact, c'est une très bonne chose. C'est la même affaire, sa course sur route. Si tu regardes les gens qui couraient des marathons au fil des années, d'ailleurs, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, là, les femmes avaient même pas le droit de courir un marathon. Tu sais. Ah, c'est fou, hein? Puis aujourd'hui, dans une course un marathon, au demi-marathon, je pense qu'il y a plus de femmes qui donnent, puis dans les marathons, c'est pas loin de la parité. Ah, exact. Ce qui est une très bonne chose. Absolument. On parle du système, mais expliquons-le, il y a 148 places pour la Hard Rock, 140 qui sont données en loterie. Exactement. Fait que la loterie, pour les 140 spots sont divisés en 2 catégories. Fait que t'as la moitié des spots, c'est ceux qui l'ont jamais fait, puis l'autre moitié, c'est ceux qui l'ont déjà fait. Ça, c'est nouveau de quelques années. Avant ça, il y avait 3 sous-catégories qui étaient 49, 49, 49, là, ou 48, 48, 48. Ouais. T'avais ceux qui l'avaient jamais fait, ceux qui l'avaient fait entre 1 et 5 fois, puis ceux qui l'avaient fait plus que 5 fois. Fait que si tu finis Hard Rock 5 fois, on s'entend que dans ce spot-là... Le bassin est assez petit, fait que les chances d'être pigé sont assez grandes. Exact. Puis déjà, en ce moment, le poids démographique, même avec 70-70, est quand même massif d'un côté. Puis leur principe derrière ça, c'est qu'ils veulent que dans cette course-là, il y a des anciens puis il y a des nouveaux. Parce que s'il y avait pas de catégorie comme ça, c'est sûr que statistiquement, au paquet de nouveaux qui appliquent à chaque année, la course, ça s'est remplie à 99% de nouveaux coureurs qui n'ont pas d'expérience. Puis eux autres, ils disent, la Hard Rock serait pas la Hard Rock, tu sais. Exact. Fait que là, ils ont fait 75-75. Je pense que c'est très fair. Puis, en fait, il y a 4 sous-groupes parce que dans le 75 qui l'ont jamais fait, t'as homme-femme. Ouais. Qui est prédéterminé en fonction du ratio d'inscription femmes. Puis t'as la même affaire du côté de ceux qui l'ont déjà fait, là. On disait tantôt 148. Là, il y en a 140 en loterie. Les 8 qui restent, c'est le gagnant, la gagnante de l'année précédente. Ouais. Et les 6 tickets secrets. Qui, on rit parce que, faut vraiment, là, c'est très, très geek notre affaire parce que ceux qui suivent l'Hard Rock depuis longtemps, il y avait des élites qui se faisaient piger vraiment rapidement à leur premier essai, puis tu disais... Tout le monde se disait, il y a quelque chose qui cloche, là, ça se peut c'est pas, louche. Tu sais, c'est louche. Et finalement, ça s'est su, il a fallu que... est sorti du sac. Il a fallu que Sabrina Stanley, qui est une fille qui vit à Silverton, qui a gagné la course 2 fois, a brassé la cage, a lavé le linge sale en public, parce que je pense que l'organisation de la Hard Rock aurait apprécié une discussion franche et ouverte autour d'une bière, mais pas le raz-de-marée médias sociaux. Tout ça pour dire qu'ils ont dit, il y a à chaque année 6 spots, 3 hommes, 3 femmes qui sont donnés arbitrairement par le directeur de course à des gens pour un mérite quelconque, pour avoir un niveau de compétition. En fait, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu et écouté là-dessus, c'est que ces spots-là, t'es un petit peu une carte blanche laissée au directeur de course, là, qui est Dale Garland depuis presque toujours, pour des fois pouvoir rentrer une élite ou quelqu'un qui a un statut particulier, qui est un excellent bénévole. Tu sais, il y avait, sauf que c'était secret, puis c'était à sa propre discrétion. Ça se disait pas. Puis c'est correct. Puis il y a des gens qui remarquaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, fait qu'à un moment donné, c'est sorti. Tu sais, Courtney, à son premier essai à la loterie, a été pigé. Ouais. Tu te dis, les chances sont extrêmement minces. Puis en même temps, c'est grave parce que je pense qu'en 2014, Kylian l'avait remporté. Il y avait pas ou peu de compétition. Puis eux, voyant le raz-de-marée de popularité qui gagne pour leur course, ils se sont dit, OK, il faut avoir quand même un mini niveau de compétition. Il faut qu'il y ait au moins 4 ou 5 hommes, 4 ou 5 femmes qui puissent accéder au podium. Et là, je pense que c'est là que les 6 spots sont arrivés, que soudainement, François Den rentre à son premier essai et tout ça. Cette année, ils l'ont assumé pleinement. Ils ont dit, OK, regardez, il y a 140 spots en loterie. Il y en a 2 à nos gagnants-gagnantes. Et il y a 6 spots qui sont donnés. Et voici les athlètes qui ont été choisis cette année. Il y a François Den, Ludovic Pomeray, Camille Bruyère. Le 6 spots, là, je pense qu'il n'est plus non plus juste la carte blanche au directeur de l'événement. C'est le conseil d'administration qui doit les approuver. Tu sais. Exact. Fait que c'est plus transparent. Là, tu sais, puis tout ça est vraiment correct. Dans le sens qu'ils ont le droit. La Western State aussi, dans son processus, a quelques spots pour des amis proches. En fait, là, ce que j'ai compris, c'est que la raison pour laquelle c'était secret,
c'est qu'il voulait pas que Dale Garland, qui est le directeur de l'événement, ait de la pression que, tu sais, si les gens avaient su que lui avait 6 billets dans sa poche arrière, là, tout le monde serait mis à solliciter, tu sais, fait que eux autres, ils ont choisi, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, là, ils ont choisi de garder ça secret pour des raisons justement, de pas avoir de pression, tu sais, qui aurait été indue puis qui aurait pas été très agréable à vivre. Les grandes controverses d'un petit sport, d'une course de 140 personnes dans une ville de 600. Tu sais, on s'entend, ça fait pas les headlines du New York Times, mais dans la communauté trail, ça a été suivi, cette saga-là. Je veux dire, c'est fou comment dans le monde de l'ultra, je veux dire, ton podcast, c'est souvent ça, on a une gang de passionnés, là, on parle de trucs, là, qui sont vraiment... Tu sors du sous-sol ici. On n'est pas en train de régler le conflit israélo-palestinien, là, tu sais. Mais en même temps, on capote là-dessus, on tripe, là, ça nous pogne au trip. Tu sais, présentement, on est probablement les 2 seules personnes à 5 km² qui peuvent jaser de ça. Puis je dis ça parce que je connais des trailers qui habitent à peu près pas loin. Mais il y a d'autres places que à 5 km² t'es tout seul qui peut parler de la fameuse saga Sabrina Stanley contre Hard Rock. Tout ça pour dire que depuis 2016, tu t'essayes. C'était quoi tes courses qualificatives à travers les années? L'UTMB. J'ai fait l'UTMB en 2016 pour la première fois. Fait que là, en fait, les courses qualificatives, il n'y en a pas beaucoup, mais la plupart te qualifient pour 2 ans en ligne. Oh, c'est ça. Fait que là, j'ai participé à 2016-2017. J'ai refait l'UTMB en 2017, fait que j'étais qualifié pour 2018. Après ça, j'ai fait Cruel Jewel. Ouais. Qui est une course qui est en Virginie. Non. En Alabama. Non, je suis mêlé avec une autre. Juste au nord d'Atlanta, le pays des rednecks. C'est une belle course. Au pays des rednecks. Ouais, c'est Alabama. À la route, cette course-là, par contre. Alabama. Ah oui. Non, il y a... Ouais, tu sais, tu vas prendre un café puis un gars c'est à côté de toi qui a un gun, là. C'est particulier. C'est quand même particulier. Après ça, le Tour des Géants m'a qualifié pour 2 ans. Puis le Tour des Géants, c'est en 2019. Fait que comme il y a eu l'histoire de la neige puis la pandémie, ils nous ont comme rajouté une année. Okay. Fait que j'ai participé un autre 2 ans avec ça. Puis après ça, j'ai eu une année que j'ai pas pu me qualifier parce que le Tour des Glaciers était pas sa liste des courses qualificatives. C'est quand même étrange, mais c'est une liste restreinte. Il ajoute jamais de courses. Mais ça reste que le Tour des Géants est 330 kilos, le Tour des Glaciers 450. Ouais, c'est quand même bizarre, mais j'avais écrit à l'époque aux organisateurs de Hard Rock pour leur dire, écoutez, j'ai fait le Tour des Géants, là je viens de faire le Tour des Glaciers, puis tu sais, comme c'est un peu bizarre que vous l'utilisez pas comme course qualificative. Puis ils m'ont répondu, écoute, on a tellement de demandes, on a 2-3 000 coureurs. Là, chaque année, il y a une augmentation substantielle du nombre de personnes qui veulent rentrer, qui s'inscrivent. Puis le nombre de spots disponibles va pas augmenter, donc on va pas augmenter le nombre la liste de courses qualificatives. Bon, fair enough, tu sais, c'est bien. Oui, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Je veux dire, augmenter le nombre de courses qualificatives augmente le nombre de personnes qui s'essaient dans la loterie, donc augmente le nombre de déçus. Écoute, la première année que j'ai participé à la pige, là, avec un ticket, j'avais 0,4% de chance d'être pigé. Tu sais, puis ce 0,4 là avec un ticket, probablement que cette année, c'était 0,1 ou 0,2 parce que il y a quand même un engouement, il y a plus de gens qui s'inscrivent quand je l'ai fait en 2016. Là. Puis ils l'ont dit, ils n'ont aucun intérêt à augmenter au-dessus de 140. C'est leur chiffre classique. En fait, il y a des... je pense que Silverton ne pourrait pas accueillir plus de monde que ça. C'est ça. Puis je me demande, ça je suis pas certain, mais un peu comme la Western States, il y a des limitations. Il y a certains parties de territoire où on court qui sont des réserves, des parcs nationaux, avec des accès restreints, fait qu'ils veulent limiter le nombre de personnes qui voyagent à travers. Ce qui est une très bonne chose. Ouais, absolument. Quand on le dit en ce moment au Québec, c'est un sujet que j'ai vu passer, mais j'ai pas ferré du tout, j'ai pas fait les recherches pour, mais je pense que la CEPAC a resserré la vis à certains événements trail au Québec qui se passaient sur des... trail, les Chic-Chocs, là, j'ai lu leur message qui disait, tu sais, on veut pas grossir indéfiniment parce que, justement, pour une question de protection. Non, il y aura pas 4000 personnes au Chic-Choc, même si l'engouement continue de monter à la vitesse qui monte en ce moment. Ils vont se retrouver comme la Hard Rock. Mais il y a des courses, tu sais, les Chic-Chocs, je pense que ça fait quelques années qu'ils savent qu'ils sont topés à un nombre X de coureurs, mais il y a des courses qui, là, cette année, en 2024, ont dû changer des distances, changer des nombres de personnes, splitter les distances entre différentes journées parce que il y a changement de CEPAC, mais je veux pas m'avancer trop parce que j'ai vu ça passer, mais j'ai pas, si vous m'entendez en ce moment puis vous savez plus d'infos, écrivez-moi, je veux juste le savoir, mais bref, aux États-Unis, souvent les courses sont topées à 350 parce que dès que tu traverses un parc national, ils veulent pas avoir un UTMB, puis c'est une très bonne chose. Ouais, la Western States, c'est 367. Puis ce chiffre-là est de même parce que quand tu montes la station de Squaw Valley, en haut, il y a un monument.
OK. Monument, là, qui est un endroit protégé. Puis quand ils ont mis en place la règle, l'année d'avant, il y avait eu 367 coureurs. Fait qu'ils ont dit, c'est à partir de là, on top ça là. Je pense qu'avec la pandémie, là, ils ont le droit de répartir leurs 367 de 2020 qui n'a pas eu lieu à travers les prochaines éditions. Ah ouais. Okay, fait qu'ils montent de quelques-uns. OK, je savais pas. C'est encore là, hein. Ouais. À 5 km à la ronde, on doit être les deux seuls qui peuvent jaser de ça. Peut-être même les auditeurs sont là, ils vont loin à soir. Oui, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Écoute, il y a un podcast au complet sur la pige. Oui, c'est ça que tu disais, c'est avec une entrevue avec Blake Woods. Ouais, Blake Woods qui est un gagnant de la Barclay. Qui est un gagnant de la Barclay, qui l'a déjà fini. Qui est un PhD en génie électrique. Puis c'est lui qui s'occupe de la section pige, qui est une question statistique. Il y a un podcast au complet qui parle juste de ça. Mais c'est drôle, Hard Rock, parce que c'est Dale, le directeur de course, et les autres fondateurs. C'est toute Dale, c'est un prof du secondaire à la base, mais tous ces chums qui ont embarqué avec lui. Il est aussi DJ. Hein? Oui, il est DJ et il a été maire de Durango. Il est maire de Durango. Mais c'est toute une gang qui sont de l'université, je sais pas c'est quoi le nom exact, mais c'est l'université au Colorado à Durango, avec un gros département scientifique. Puis lui, c'est allié de ces gars-là qui sont des cracks en sciences, qui ont une intelligence énorme, qui ont mis en place tout le système de pige. Puis c'est vraiment drôle de les entendre parler de ça, parce que la pige, on s'entend au final, ça peut être juste des noms dans un chapeau puis on pige, mais là, il y a des milliers de candidats, fait qu'ils ont, au fil du temps, créé un système informatique pour gérer la pige. Dans le podcast dont je te parle, au début, il raconte que, tu sais, il écrivait des noms sur une feuille de papier, puis il mettait des petits papiers, puis il mettait ça dans un petit chapeau, puis à un moment donné, ça prenait un plus grand chapeau, puis après, ça prenait un plus grand seau, puis à un moment donné, ça devenait ingérable, là. L'effet Kylian de 2014. Ouais. Non, c'est sûr que Kylian a changé la game, mais tu sais, le monde de l'ultra, en général, ça a tellement boomé dans les 15 dernières années. Puis je pense que on l'entend beaucoup, j'ai entendu ça sur d'autres podcasts, j'ai parlé avec plein de personnes. Je pense qu'il y a un retour un peu aux sources, il y a un retour à ces événements-là à plus petite échelle, à échelle humaine. Puis la Hard Rock cadre exactement là-dedans. Puis je veux dire, tout ce que tu peux lire, il y a de quoi de mythique, un peu comme la Barclay. Je sens que la Hard Rock est un peu un à mi-chemin entre la Western State, qui est très roots, mais qui est quand même à grand déploiement international, et la Barclay, qui est une affaire très cachée. La Hard Rock est comme à mi-chemin entre les deux. Un peu des deux, mais ça reste que c'est très américain dans la culture locale. Tu sais, je m'attends à la Hard Rock que ça soit encore plus petit. Ben oui, c'est plus petit parce qu'il y a moins de coureurs qu'à la Western States, mais je veux dire, à 140 quelques coureurs, là, je dis, tu connais quasiment les personnes un par un. Là, exact. Forcément, là, tu sais. T'étais passé à Silverton, non? Dans un road trip? J'ai fait un petit pèlerinage. Oui, c'est ça. Mais c'est quand? C'est dans quel contexte? En 2018. Je suis allé faire la Moab 240. Ouais. Puis j'étais avec Benoît Letourneau. Oui. On avait loué un petit camper en arrivant à l'aéroport de Denver. Puis là, on avait à s'acclimater parce que la Moab 240, il y a un passage en haut de 3000 mètres. Fait qu'on avait décidé de passer un peu de temps au Colorado pour aller se promener en altitude. Fait qu'on était allé à Silverton. Puis évidemment, Silverton, c'est un village comme dans le Québec. Là, t'as une rue principale en ligne droite. Tu sais, c'est dans les montagnes, mais c'est dans une vallée complètement plate. Puis là, on cherchait la roche. Parce qu'on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais c'est pour ceux qui savent pas. La fin de la course, ça se finit en embrassant une roche qui était peinturée avec une tête de bouc, puis c'est marqué Hard Rock. Il y a pas de fil d'arrivée. Il y a pas de fil d'arrivée. Puis en fait, tu connaissais l'histoire de pourquoi c'est une roche? Oui, mais je veux que tu racontes. Parce que la première édition, il mouillait, puis la personne qui a fini, en fait, c'était comment il s'appelle? C'est un autre gars qui a fini la Barclay, là. Oui, c'est pas Blake Woods, mais Dave Orton. Oui, David Orton. David Orton, je pense que c'est le premier à avoir qui a gagné la première. Qui avait jusqu'à récemment le record de l'Appalachian Trail en vitesse. C'est un vieux de la vieille, mais qui a des gros records. C'est un doctorat genre en génie quelque chose. C'est un autre scientifique. Là. Fait qu'il est le premier à finir la Hard Rock. Fait que là, il finit la Hard Rock, mais tu sais, il mouillait, puis les gens étaient comme dans une petite une roulotte, je sais pas trop, une tente, puis lui, il arrive à la fin, puis il y a même pas de ligne d'arrivée, rien. Fait que là, il cogne à la porte, tu sais, j'ai-tu fini la course, il demande aux organisateurs. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ah ouais, tu sais, comme va embrasser la roche là-bas. Là. Ça a commencé comme ça. Il y avait une roche qui traînait, une grosse roche, mais en fait, touche-y, puis ça va être ça la fin. Fait que tout le monde pense que Hard Rock, ok, la roche peinturée que les gens embrassent, c'était calculé, c'était zéro calculé, c'était du monde un peu broche à foin de luxe qui ont fait il y a une roche là-bas, si tu y touches, tu gagnes. Ça a été ça, puis maintenant, je
pense que la roche... Pas penser à un fil d'arrivée quand t'organises une course. Ben, c'est ça. Sérieux. Mais je pense que la roche, maintenant, est à Silverton, ailleurs dans un oui, parc. ben, en fait, la course où elle débute, parce que termine, c'est la rue principale. Mais il y a plein de petites rues perpendiculaires. Ouais. Fait que la roche, il la déplace avec une grosse pelle mécanique. C'est quand même une grosse roche. Fait que Ben pis bon, on rentre dans le village de Silverton. Non, je te jure, c'est tout petit, là. C'est vraiment un village avec des saloons. Puis là, on traverse la rue principale, puis on regarde à gauche, à droite. Chaque fois qu'on croise une rue, puis à un moment donné, on croise une rue, puis la roche, on la voit à gauche. Fait que là, on capote comme deux petits culs dans un magasin de bonbons, là. Mais là, la question, est-ce que... Parce que là, tu vois la roche, Ouais. la Hard Rock. Ouais. Tu as vu des photos de Kilian, des autres qui l'ont embrassé au finish. Qu'est-ce que tu fais quand tu as vu la roche? Ben, tu l'embrasses pas. Non. Comme, tu sais, tu veux pas te jinxer, là. Voilà. On a arrêté, on a stationné la vanne, on est allé voir la roche. On s'est pris en photo avec la roche, mais tu sais, on a fait attention par respect, tu sais. Ouais. On s'est dit, un jour qui va être l'été qui s'en vient, là. On va Juillet aller l'embrasser, 2024, cette roche-là, tu vas l'embrasser? là. Ben oui, c'est ça. Mais quand même, c'était vraiment un moment, je sais pas si c'est émouvant, c'est le bon mot, mais tu sais, la roche, la Hard Rock, Ben, c'est c'est un comme, pélérinage de trail. aller à Paris puis aller voir la Tour Eiffel. tu sais. Ouais, ou Vraiment, tu sais, même à un autre niveau, tu sais, je veux dire, tu visites Chamonix hors de l'UTMB, quand t'arrives à la place du Triangle de À l'Amitié, qui est là, l'église, à Chamonix, là, je veux dire, ces images-là, on les a vues 1 million de fois, t'es Exactement, là, c'est là, tu sais, C'est comme l'année que je suis allé à la Western States, là, j'avais tellement vu de films là, que quand t'arrives à Auburn, là, ouais, puis tu rentres, tu sais, la fin est sur une piste d'athlétisme, là. ouais. Fait que quand t'arrives sur la piste d'athlétisme, il y a une genre de petite clôture par laquelle tu rentres. Puis cette clôture-là, je l'ai vue quand j'ai vu la clôture en vrai, là, je te jure, j'avais des frissons. C'est niaiseux, hein. Ah non, C'est mais... une clôture qui t'amène à une track, là. C'est Ouais, comme c'est mais une école secondaire, mais c'est ce que ça représente. c'est ce que ça représente, exactement. Fait que, non, ça a fait la même affaire avec la roche, la Hard Rock. C'est malade. Un pélerinage de trail, tu passes par Silverton, tu vois la Non, 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 roche. ça fait, c'est Ben, clairement t'avais un ça en tête, pèlerinage. je veux dire, t'avais de la suite d'insister, parce que regarde, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, t'as été pigé, tu vas la faire. Je suis tellement chanceux. Vous êtes deux Québécois, Ouais, parce qu'on Éric l'a dit, Megui puis moi. on fait le en route ensemble, mais Eric, je sais pas si t'écoutes le podcast, Eric est venu sur le podcast quand on allait faire l'année passée, il y a pile un an, on faisait un 100 000 ensemble en Arizona, puis je l'avais reçu au podcast, Eric Megui. C'est sûr qu'Eric, on va l'inviter à venir jaser avec Ouais, nous de l'Hard mais Rock, là, C'est un malade, Eric, là. Tu vu l'enchaînement de courses qu'il fait? Eric, cette Ça a année, pas de bon ben sens, 2023, l'année passée, ouais. ce qu'il a fait comme enchaînement de courses, puis là, ce qu'il s'enligne pour faire cette année, c'est assez exceptionnel, C'est mais... Leclerc Banward du Québec, là. Oui, On exact. s'entend, là. C'est exactement ça, l'enchaînement de courses qu'il fait, lui puis Simon Guérard. En fait, les deux Ouais, gars que j'avais reçus à cet ouais. épisode-là, moi, je m'en allais faire un 100 000 en Arizona. Mon deuxième 100 000 à vie, le seul prévu cette année, j'ai la chienne parce que c'est une distance qui est challengeante. Puis là, tu choses avec deux gars qui en ligne 12 en 12 mois. Ah, c'est malade. Puis à travers ces 100 000, Eric fait des 200 000 puis un 550 Ouais, km en Europe. C'est impressionnant ce que ce gars-là a fait. Puis il a été pigé aussi. Puis Donc en on fait, a il deux était Québécois. piché par Hard Rock, puis Eric, là, il y avait comme, on s'est parlé par Messenger, mais tu sais, comme, il avait même pas l'air de savoir c'était quoi exactement le Hard Rock, parce qu'il y en a tellement à son horaire. Oui, c'est ça. Malade, là, comme ce qui enchaîne. Oui, là. puis je pense qu'il fait un 100 000 une semaine ou deux avant ou après l'Hard Rock à Ouais, travers c'est son ça. Hard Rock, enchaînement. ça va être je pense que c'est son warm-up avant de faire la Great Divide. Oui, c'est ça. La Alberta, Divide. là, Ouais, tu sais, c'est ça. C'est un 200 000, là. Mais on va essayer de l'avoir avec nous pour un des en route vers Hard Rock. Cool. Puis il va y avoir du beau monde là, il va y avoir du beau monde en Hard Rock cette année, ça va être intéressant à suivre. Zach Miller, qui est l'Américain qu'on a tous suivi depuis des années, qui a fini deuxième à l'UTMB l'année passée, va être là aussi. François Den qui l'a gagné une fois. Ludovic Pomeray, Courtney Courtney est retour. là. Courtney. avait Et gagné tu parlais de après. Claire Banwart, la Ouais, française, Claire, ouais, qui ouais. enchaîne à une vitesse folle des 100 000, Phénoménal. 200 000, va être là aussi. Mhm. Camille Bruyat, la française. Ouais, Fait que ouais. d'un point de vue fan, ça va être le fun de vous suivre, vous, nos Québécois, nos dignes représentants. On va essayer de vivre ça à travers vous autres. Et côté course compétitive, ça va être malade cette année aussi. Là. Ah non, c'est sûr que Ouais. j'ai super hâte. là. De le vivre comme coureur, de le vivre comme fan. Puis tu sais, moi j'aime ça, comme je regarde souvent la carte. Tu sais, Ouais. genre, les passes. Tu sais, mentalement pour me faire une image. Ouais. Là, puis, ouais. On va aborder plein de sujets dans cette série-là dans les Uh-huh. prochains mois. Mais avant qu'on se laisse, est-ce que tu as déjà pensé un peu à ton enchaînement de courses d'ici là ou ta préparation physique spécifique en vue de cette course-là qui a lieu Ouais, le moi, 12 juillet? Ouais, mi-juillet. L'hiver, je fais en général beaucoup de ski de fond. Ouais. Là, bon, on est un peu limité avec la neige. Là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ben, ça s'en vient en fait dans quelques jours. Mais je vais me mettre à la course surtout là, à partir du fin février, début mars. Ouais.
Puis je suis pas inscrit à rien d'autre. En fait, ma seule autre course, mais c'est après la Hard Rock. J'ai mon fils Benjamin avec qui j'ai couru un 100 km l'été passé. Là, c'était à l'UTFS. Dans les Fjords du Saguenay. C'était vraiment une super belle expérience. Fait que là, Benjamin, il veut faire son premier 100 000. Puis il aime bien la Gaspésie. Fait qu'il est inscrit au 100 000 des Chic-Chocs. Oh shit! Fait que, pis ça se trouve à être 3 ou 4 semaines après la Hard Rock. Puis là, j'ai déjà fait le 100 000 des Chic-Chocs à l'époque que c'était l'Ultra Trail du Mont-Albert. T'étais un des rares finishers de ce 100 000 qui a eu lieu une fois. Juste une fois, là. Fait que là, c'est sûr que ce course-là, ça m'appelle. J'adore les Chic-Chocs aussi. Puis avec Benjamin, j'ai dit à Ben, j'ai dit, regarde, je te l'offre. Soit que je le fais avec toi, ou je fais ton crew, ton pacer. Tu sais, je fais ce que tu veux parce que c'est quand même un sacré challenge, cette course-là. C'est pas une facile. Toi, tu le sais dans quoi il s'embarque. Moi, je le sais. Puis, lui-ci, j'ai dit, là, il sait que c'est pas une facile, mais il voulait pas faire une course facile. Il voulait, tu sais, ça, il sent que ça l'appelle en dedans de lui, là. Fait que ça se peut que je fasse l'après Hard Rock que ça soit ça, tu sais. Mais tu sais, 3-4 semaines après, honnêtement, pour l'avoir déjà un peu testé, c'est comme une bonne fenêtre de temps. Tu as le temps de récupérer puis de rebondir un peu sur ton bloc d'entraînement que tu as fait avant la Hard Rock. OK, je comprends. C'est une espèce de parfait mélange de assez de temps pour récupérer, mais assez prêt pour bénéficier du build-up précédent. Ouais, exactement. Tu sais, une semaine ou deux après, t'es encore un peu pété, mais 3 à 4. Puis là, je te dis 3 à 4, je me rappelle plus, mais il me semble que je pense que c'est 4 parce que les Chic-Chocs. 4. J'ai regardé au début, je me dis, Fait que je risque d'être là. Puis c'est 4 semaines. En fait, c'est sûr que je vais être là, mais la question, c'est je vais-tu faire un autre 100 000 où je vais courir les portions où ce que je peux le pacer, etc. Là. Il y a beaucoup de monde qui, quand les Chic-Chocs ont annoncé ce parcours linéaire-là, parce qu'à l'époque, le l'UTMA, c'était pas le même parcours, c'était un 100 000, mais il frôlait pas loin, le 10 000. Puis en tout cas, il partait moins à l'ouest, puis il finissait plus à l'est. C'est ça. Il finissait pas au Mont-Albert. Alors que là, il finit au Mont-Albert parce qu'il y avait le désir de finir puis, au village. Là, c'est sûr que ça va être mieux organisé. C'était tellement broche à foin. C'était pas broche à fin. Il y avait pas de luxe, là. Je pense qu'on pourrait faire 10 épisodes. On pourrait faire un autre épisode là-dessus. Là, mais c'est un territoire assez hostile déjà, un peu comme la Hard Rock. Il y a beaucoup de monde qui, je me rappelle sur les médias sociaux, quand les Chic-Chocs ont annoncé leurs 100 000, on fait la Hard Rock de l'Est, la Hard Rock du Canada. Il y a déjà des comparaisons qui se tracent. Je pense que en termes de profil, c'est assez similaire. En termes de terrain, c'est complètement différent, mais il n'y a pas la portion altitude, là, clairement. Mais il y a plus de boîtes, je pense. Mais oui, non, mais c'est bien. Écoute, c'est sûr que c'est bien plus technique les Chic-Chocs que la Hard Rock. La Hard Rock, je pense que la difficulté, c'est l'altitude. Il y a du technique, mais il semble y avoir aussi des trails de Jeep. Là, c'est ça. Quand tu regardes les vidéos, là, bon, c'est pas... Ouais, je pense que c'est un mix un peu de tout ça. Ah non, les Chic-Chocs, c'est brutal. C'est brutal. C'est des sentiers, tu sais, par la Anne, ou, tu sais, tous ceux qui sont allés faire le sentier... le SIA. Le SIA, tu sais, c'est pas des sentiers qui sont... Il y a pas beaucoup de monde qui passe là. Fait c'est du single track, puis c'est de la boîte, puis c'est de la roche. Puis les Américains, quand il y a une montée à pic, ils vont faire des switchbacks, ils vont faire des serpentins pour monter. Ah non, les autres ici, c'est straight up. Il paraît que moi, je l'ai pas fait, mais le mont Nicolas-Albert, ils ont pas fait de switchback. Ils montent direct, puis ils descendent direct. Non, puis ils redescendent là-dedans, là, tu risques, les risques de se casser la gueule, c'est à chaque pas. Là, il y a des roches glissantes, il y a de l'eau, il y a de la boîte, il y a de la mousse. Ça va être costaud. Non, c'est costaud. Non, Benjamin, il s'embarque dans un gros projet, là. Mais en même temps, tu sais, comme on disait tantôt, il faut que tu le sentes à l'intérieur de toi, puis je pense que c'est le cas pour Ben. C'est intéressant. Fait que là, avant, je sais pas encore, mais j'aimerais ça, tu sais, j'ai une couple d'affaires que, moi, j'aime bien aller dans les Adirondacks. C'est sûr que le focus, ça va être sur faire beaucoup de dénivelé. Puis moi, c'est ce que j'aime, faire du dénivelé, fait que je vais sûrement aller à Tremblant souvent. Dans les Adirondacks, il y a une coupe de loop, là, la Infinite Loop que j'ai déjà essayé de faire, là, que j'avais pas complété, mais je vais sûrement la faire, probablement fin mai, début juin. Là, j'aime bien, j'ai bien des projets comme qui sont pas des courses officielles, mais qui sont des challenges, comme ça, là. Puis qui sont une excellente façon de se préparer, là. Puis, en termes de préparation plus mentale, d'ici là, on va y revenir dans les prochains épisodes, mais tu disais tantôt, j'ai vu des vidéos, tu regardes des vidéos, tu regardes le profil. En ce moment, là, à 6 mois, même un peu plus. On est presque à 6 mois avant presque la course. À 6 mois. C'est quoi que tu peux faire en dehors? Est-ce que tu vas voir tous les documentaires possibles sur la course? Qu'est-ce que tu prépares mentalement? C'est ça, j'ai peut-être pas vu tous les documentaires, mais j'en ai regardé quelques-uns pour un petit peu voir le type de parcours. Puis j'ai lu sur l'acclimatation à l'altitude. J'ai écrit à Jason Coop là-dessus. Là. Il avait quand même été vraiment généreux avec la Western States. Il m'avait donné plein de trucs à faire. J'ai l'intention de parler à du monde qui ont déjà fait la Hard Rock aussi, là, pour avoir un petit peu leurs conseils. Là.
Moi, tu sais, j'aime bien regarder des cartes. Ouais. Tu sais, j'aime bien aller me promener sur Google Earth, tu sais, me promener sur le parcours, là, ce genre de truc-là. Là. Ça va être trippant. Ouais. Non, c'est ça. Ça a l'air, t'en parles de les étoiles dans les yeux, je pense que ça va être un méchant beau trip. Ouais. Non, celle-là, je l'ai dans les tripes. Là. Ouais, clairement. Il y a rien qui va t'arrêter. Je pense pas. C'est malade. Mais ça va être une belle série, en tout cas. Ouais. Je te le disais tantôt avec qu'on enregistre, le but, c'est pas d'acheter une pression, c'est juste le fun de... C'est ça qui est le fun, c'est d'entendre quelqu'un se préparer. Puis là, c'est ce qui va être le fun des prochains épisodes, c'est que on peut aborder plus loin chaque sujet que ce que je peux faire dans un épisode général où en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie quelqu'un, tu rentres pas profondément parlons de nutrition intensément avec un athlète. Là, dans ce cas-ci, on va pouvoir parler de nutrition, d'entraînement, d'acclimatation, de logistique. Ce qui avait été le fun avec Marianne en pré-Western State, c'est que l'épisode logistique, on avait reçu Oli Gagnon puis Thomas Duhamel qui était son crew là-bas. Fait qu'on regardera ce qu'on peut faire, mais dans tous les cas, ça va être le fun de voir toutes ces facettes-là, de comment tu te prépares pour cette course-là. Écoute, le jour que j'ai été pigé, j'ai quand même reçu beaucoup de courriels puis de messages de monde. Hey, Charles, si t'as besoin d'un crew, si t'as besoin d'un pinceau, j'ai une longue liste de personnes là, qui sont intéressées. Là. C'est l'avantage d'être impliqué depuis longtemps, de connaître beaucoup de monde, d'avoir aidé beaucoup de monde. Ça, hein, vraiment, là. Et puis, tu sais, que tu le veuilles ou non, je sais que t'es un gars très humble, mais t'es un gars qui marque aussi ça fait longtemps que tu fais ça dans le trail au Québec, puis tu connais beaucoup de monde, t'as marqué beaucoup de monde, fait que c'est sûr que je suis pas surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de monde en file pour être ton pacer. Écoute, Richard, ça va être très trippant de te suivre. Merci d'être venu dans mon sous-sol commencer cette série-là en vrai. Cool. Merci de l'invitation, en fait. Je pense qu'on va avoir du fun à discuter de ça au fil des prochaines semaines, mois. Là. Aucun doute là-dessus, ça va être vraiment, vraiment trippant. Écoute, on se laisse là-dessus. On va avoir l'occasion de se reparler en masse dans les prochains mois. Moi, je termine en remerciant les partenaires habituels de Pas sorti du bois. Donc, NAC qui revient pour 2024. Noctem, que je te vois prendre une gorgée en ce moment. Étais-tu bonne? T'as retombé sur les pattes? J'ai aucune allergie au chat en ce moment. J'ai pas de réaction. Bon, c'est bon signe. J'ai pas pris mes... tes claritins. La Voltaren. Le Voltaren, c'est ça. Merci à Capic 1 aussi pour le café. Je rappelle que le gear Pas sorti du bois, les crewnecks, les hoodies, les quantités sont parties vraiment très vite, mais il reste un peu de small, un peu de medium dans le hoodie et dans le crewneck. Hoodie un peu plus, mais crewneck, il reste fou, des grenailles, c'est malade. Fait qu'aller sur le site de NAC. Beaucoup de followers. Oui, c'est ça. Ben écoute, allez sur le site de NAC, dans la section équipement, vêtements plutôt. Il y a tout ça là, fait qu'il en reste quelques-uns. Tout le monde, je vous souhaite un bon début d'année en un 2024 qui va être trippant côté trail, qui va être trippant côté Pas sorti du bois. En tout cas, moi, je sais ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je sais ce qui s'en vient avec toi pour les prochains mois. On va se rejaser, ça va être très trippant. Merci Richard, ça a été vraiment cool. Tout le plaisir est pour moi. Et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Bye!